Douce France part aujourd'hui flâner sur les chemins d'Aquitaine, entre mer et montagne, landes et vignobles, à la découverte d'une région riche en saveurs et en savoir-faire. Dans la montagne basque, Jean-Paul sauvegarde la tradition de l'élevage des potiocs en semi-liberté. À Sokoa, nous attend le succulent tuoro de chez Margot, préparé par Alban. Séquence olé olé dans les Landes, où Emmanuel et Michel nous parleront course de vaches. Au cœur de la forêt gasconne, nous découvrirons l'érial traditionnel de Nicole. Du déchet à l'œuvre d'art, Caroline cherche l'inspiration sur des plages pas si propres. Au Cap Ferret, les plus beaux abricotiers sont en bois et signés Adrien et Martin. Dans le secret des caves du château d'Yquem, Sandrine l'énologue veille au grain de ce cru prestigieux. Et c'est dans les meilleurs tonneaux, ceux de Vincent, qu'on élève les plus grands millésimes. En Dordogne, l'élevage d'esturgeons de Laurent produit un excellent caviar. Enfin, notre route se terminera sous terre avec Francis, dans la fabuleuse grotte de Lascaux. Notre voyage commence aux confins de la France et de l'Espagne, dans les Pyrénées basques, entre le vertigineux pic d'Ani et les reliefs du mont Baïgoura. Les Pyrénées commencent modestement, plantant ce décor basque si typique et si charmant. Un pays bossu, recouvert de pâturages, aux verts profonds et lumineux. Au pic d'Ani, elles se font majestueuses et rudes. Surplombant la mer de nuages, à 2500 mètres d'altitude, le pic d'Ani marque la frontière entre le Pays basque et le Béarn et l'entrée dans la zone des hauts sommets de la chaîne pyrénéenne. Inlassablement décapés par l'érosion, ces calcaires vieux de 80 millions d'années absorbent la moindre goutte d'eau, d'où l'impression de désert qui en émane. Au-dessus du village d'Ossès, les flancs du mont Baïgoura sont l'un des berceaux du fameux petit cheval basque, le potioc. Le potioc doit vivre sur ces montagnes, les montagnes basques, depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, notre souci, c'est plutôt de préserver la race dans son milieu. Et c'est dans ce sens qu'on élève le potioc de montagne, de race pure. Jean-Paul s'est lancé dans l'élevage de ce poney d'altitude il y a une douzaine d'années. Il avait au départ un but bien précis. Notre élevage, la raison première, c'était l'entretien de l'espace. On a des landes en montagne. Aujourd'hui, c'est à peu près la dernière espèce qui vit encore en montagne. Et je dirais qu'il est très efficace. Durant la période qu'il passe en montagne, il nettoie quand même bien la végétation. L'origine du potioc est très ancienne. Pour preuve, sa ressemblance morphologique avec les chevaux des peintures rupestres retrouvées dans les grottes du Pays basque. Pendant des siècles, il a été indispensable à ses habitants. Dans l'ancien temps, on lui a fait faire pas mal de besognes du transport de matériaux pour aller tirer les chariots dans les mines, puisque c'était un poney rustique, solide, vaillant, de bonne composition. Mais nous, aujourd'hui, on fait du potioc pour le loisir. Le potioc vit en liberté, mais il n'est pas un animal sauvage. Il passe beaucoup de temps en montagne et pour autant, il reste proche de l'homme. Quand on va le voir dans son milieu naturel l'été, on peut l'approcher, on peut le toucher, on peut toucher son petit, ce qui prouve que vraiment c'est un animal qui est facile à apprivoiser.
Je pense qu'il fait partie du patrimoine. Il fait partie du patrimoine basque. C'est une race locale qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, quelque part, on est fiers aussi d'avoir notre race de poney qui orne nos montagnes. Pour élever du potioc, il faut être passionné. On ne fait pas ça pour s'enrichir, on le fait par passion. Je compte un petit peu sur la nouvelle génération, mes enfants notamment, qui sont passionnés aussi par le travail du potioc. Et il y aura certainement toujours des jeunes qui auront envie d'en faire quelque chose. Le village de Sarre a soigneusement préservé son authenticité. L'attachement de ses habitants aux traditions est connu. Parmi elles, et non des moindres, la pelote. La pelote basque, qui en extérieur se joue sur un fronton, est riche d'un très grand nombre de variantes. Le jeu de rebot, considéré comme l'une des pratiques les plus nobles, oppose deux équipes de 5 joueurs. Le rebot mêle l'usage des schistéras en osier à celui du jeu à main nue, le jeu de vérité, dit-on. Direction à présent la baie de Saint-Jean-de-Luz. Sokoa, un petit port à l'extrémité de la baie, abrite une vieille institution de la gastronomie basque. Chez Margot. Si l'on se presse chez Margot, c'est notamment pour déguster l'un des plats qui a fait la réputation du restaurant. Le tioro, c'est la spécialité d'Alban. Nous allons essayer de vous faire un tioro. C'est un plat rapporté par les pêcheurs. Si je peux vous expliquer, c'est un peu de la godaille, c'est-à-dire des morceaux de poisson qui ont été donnés par le patron. Et en arrivant à la maison, le pêcheur, comme il n'y en avait pas assez, a agrémenté de pommes de terre, de bouillon, et en a fait comme une soupe. Et ça a fait un plat régional. Voilà. Nous allons commencer à le faire. Alors pour ce, je mets un petit peu d'huile d'olive. Nous allons commencer par les patates. Nous allons former un lit de pommes de terre. Allez, je vais ajouter maintenant tous mes poissons que j'ai préparés ce matin. Nous allons commencer par le congre. Ce sont des filets de congre pour éviter qu'il y ait trop d'arêtes. Et je vais faire un lit à chaque fois de poisson. Du grondin, appelé tombe aussi. De la rascasse, cantuco craba. Et de la vive. Alors ceci, je vais laisser cuire une dizaine de minutes. Mais au fait, cette Margot, qui est-ce? Alors c'est ma grand-mère qui a monté le restaurant. Mon père et ma mère a pris la suite et nous a transmis la troisième génération. C'est nous, les 3 frères, nous sommes à la tête de l'affaire. Et je suis là depuis l'âge de 14 ans dans la cuisine. Voilà, mon plat est terminé. Je vais laisser cuire à la vapeur les langoustines. Et je vous envoie ça à table. Allez, bon appétit! Une fois les papilles régalés et le service terminé, Alban et son fiston sacrifient à un rituel bien agréable.
Objectif, la plage de Saint-Jean-de-Luz et ses rouleaux. Au Pays Basque, pour les accros, pas question de rater un jour de surf. À quelques kilomètres à l'intérieur des terres, le petit village de La Ressort est un lieu d'artisanat réputé. Depuis le XVIIIe siècle, la maison Inciard Bergara y perpétue un savoir-faire délicat, la fabrication du maquila. Délicatement taillé dans le bois du néflier, le maquila est le bâton de marche traditionnel des Basques. Habillé de cuir et de métal finement sculpté, chaque maquila est une pièce unique, adaptée au poids et à la taille de son commanditaire. Charlie Chaplin, Jean-Paul II et tous les présidents français depuis les années 30 ont reçu le leur. Entre Saint-Jean-de-Luz et Hendaye, sur 7 petits kilomètres, s'étend l'extraordinaire paysage de la Corniche basque. Les roches, fortement plissées et feuilletées, forment de petites falaises au profil étonnamment rectiligne. Nous quittons la côte pour le sud-est des Landes. Autour d'Aire-sur-la-Dour, le Tursan est une terre d'élevage, de caractère. Les ganaderia désignent en général les élevages de taureaux de combat. Dans les Landes, on y élève exclusivement des vaches en semi-liberté, avec un seul objectif, la course. Une course qui passionne Michel, le ganadère, et Emmanuel, le sauteur. La course landaise, je crois que c'est un art de vivre avant tout. C'est le symbole d'une région. Et je crois qu'indiscutablement, tous les jeunes landais, un jour ou l'autre, sont descendus devant une vache. Il faut savoir qu'il y a quelques années quand même, il y avait des étendues extrêmement sauvages où vivaient des vaches en totale liberté, qui étaient la véritable race de vaches landaises. De nos jours, cette race a été complètement éliminée et bien entendu, nous faisons appel maintenant à la souche pure qui se trouve en Espagne. C'est-à-dire, il faut savoir que nos vaches landaises sont des vaches d'importation qui, lorsqu'elles arrivent dans les Landes, deviennent landaises et servent justement à notre jeu traditionnel. Mais en réalité, ce sont les sœurs des taureaux de corrida. La course landaise, telle qu'elle fut codifiée au XIXe siècle, repose sur l'exécution de deux figures artistiques, l'écart et le saut. C'est une tauromachie à part entière et certainement la forme de tauromachie la plus ancienne. Car il faut savoir qu'à l'époque, quand les premiers hommes ont rencontré un premier bovin qui les a attaqués, il y avait deux solutions. Il fallait faire un écart pour l'éviter, éviter la charge, ou alors, si on était un peu agile, essayer de sauter par-dessus de manière à ce que l'animal continue sa course en espérant qu'il ne se retourne pas pour recharger à nouveau. Ah, voilà, là t'es resté. J'ai apporté la course landaise, le saut de l'ange et le saut périlleux-vrillé. Mais d'autres après moi apporteront aussi, j'en suis persuadé, des sauts nouveaux ou peut-être même des figures en forme d'écart un peu différentes. Emmanuel, ancien champion de France des sauteurs, est le digne héritier de Michel.
Nous avons eu besoin d'apprendre toutes ces figures, de les faire le plus parfaitement possible. Il y a une génération de sauteurs encore à l'heure actuelle qui sont en train de marcher sur les traces de Michel et de tous ces sauteurs qui ont élevé le niveau des sauteurs. C'est un jeu qui est un peu spécial, mais qu'il faut absolument découvrir si vous venez dans les Landes, parce que vous serez pris par la beauté du jeu, par l'ambiance très particulière qu'il y a, et par malgré tout le danger permanent qui est dans la piste. Dans l'est de la forêt landaise se trouve la plus grande ferme solaire d'Europe. 1 million de panneaux installés sur plus de 300 hectares. Des panneaux mobiles qui, tels des tournesols, suivent le soleil. Plus typique que les centrales solaires, c'est un paysage de la forêt landaise qui se fait de plus en plus rare, l'Érial. Une clairière regroupant quelques maisons et leurs dépendances sur une pelouse plantée de vieux chênes. Le décor de la vie de Nicole et de son mari Jean-Louis. Nous habitons ici depuis 1984. Cette propriété appartenait à mes arrière-grands-parents qui l'ont acquis vers 1883. Nous habitions la région de Montpellier et nous avons choisi de revenir et de retrouver le chemin de nos ancêtres. Comme chaque matin, Nicole rejoint la bergerie où elle va s'occuper de ses petits protégés. Alors les filles, doucement. Doucement. N'ayez pas peur. Allez, hop. Attention. Hop là. Bien. Ça les filles, mais oui, ça va bien. Ah. Ces gestes, aujourd'hui si naturels pour elle, ne l'ont pas toujours été. Voilà. Allez, faites gâter. Voilà. Alors, comment ça se fait que t'as pas de collier, toi? C'était un endroit où il y avait des moutons, une vie ici. Donc au début, forcément, nous n'avions pas imaginé avoir des moutons et faire des découvertes, puisque moi-même, j'ai fait des études, je suis infirmière, puéricultrice. Ça pleure comme des bébés. Hein? Je me suis axée sur l'élevage des brebis landaises pour repartir un petit peu aux sources. Et ces brebis landaises, il n'y en avait plus il y a 10 ans qu'une centaine. Donc il fallait bien que quelqu'un s'occupe d'elles. Donc avec le conservatoire, nous sommes une quinzaine d'éleveurs à nous occuper de sauver ces races rustiques. J'ai eu l'idée de transformer cette métairie en ferme de découverte, puis pédagogique. Je ne sais plus comment. Oh, coucou! Alors les poules, vous êtes bien sages? Oh le dindon! Et la vie dans les Landes était quand même très difficile. Il fallait... Oh bah là! Ce qu'on appelle Landes, ce sont des bruyères, des fougères, et c'était de grands marécages. Donc il fallait bien trouver un matériau pour je suis complètement coincée. Goulou, goulou, goulou. Oh, t'es beau! Très beau un dindon. Ah, goulou, goulou. On a donc essayé de planter cette forêt landaise. Il y a maintenant le paysage avec des pins. Allez, poules, on rentre, sinon le renard va vous manger. Et sous les pins, vous trouvez de jolis petits ruisseaux. Elles sont dérangées, c'est... Avec des bruyères, hein, peuplées d'animaux. Je ne sais plus quoi dire.
L'immense pinède des Landes de Gascogne a été massivement plantée et rationalisée entre le milieu du XIXe siècle et 1950. Elle représentait encore, il y a peu, le plus grand stock forestier d'Europe de l'Ouest. Mais les récentes tempêtes ont dévasté le massif, endommageant plus de la moitié de son million d'hectares de pins. La forêt est exploitée de façon industrielle, selon des cycles d'une cinquantaine d'années. Sa physionomie est donc très particulière, tout en parcelles géométriques savamment quadrillées de chemins. Chacune correspond globalement à une classe d'âge distinct. Sur plus de 200 km, le littoral aquitain est bordé par son épais cordon de dunes, lui aussi fixé au XIXe siècle. La plus longue plage du monde? Peut-être bien. Un littoral qui a en tout cas vu naître la passion française pour le surf. Ces spots demeurent parmi les meilleurs en Europe, voire au monde, de Lacanau à Biarritz en passant par Osgore et Cap-Breton. Quelque part sur la côte landaise. Les déferlantes ne rejettent pas sur la plage que leur écume ou des surfeurs dégoulinants. Ces déchets qui, hélas, jonchent le sable, Caroline les imagine déjà autrement. Artiste contemporaine, Caroline a posé ses valises dans les Landes il y a quelques années, après d'autres vies en France et en Californie. Malgré le désordre apparent qui règne dans son atelier, rien n'est laissé au hasard. Alors, cette pièce-là, elle a son nom déjà. Enfin, je veux dire, j'ai l'idée, et donc c'est la fonte des plages. Et la fonte des plages, a priori, ça n'est que des bouteilles fondues. C'est quand même assez curieux de trouver des tas de bouteilles fondues sur la plage, mais c'est le cas. C'est quand même ce que je trouve qui détermine. Je veux dire, je me suis pas dit, tiens, je vais faire un truc avec des bouteilles de plastique fondues. Il a fallu d'abord que je voie des bouteilles de plastique fondues. Mais tout d'un coup, l'idée de la pièce est là. Ce que je fais, je le fais pas pour montrer quelque chose de nos comportements, notre consommation. Je ne fais pas pour dire, mais ce que je fais dit. Et ce que ça dit, oui, c'est qu'est-ce que ça fait sur les plages. On parle souvent des plages d'Afrique, etc., mais la seule différence, c'est que les nôtres sont nettoyées. Et encore, ils ne doivent pas l'être tant que ça, au vu de ce que je ramasse. Ce qui me plaît, c'est cette matière, en plus la particularité de cette matière qui est assez... je ne sais même pas quel terme employer. Bien sûr de la récupération, mais au-delà de ça, ce sont des morceaux de vie, ce sont des traces, des empreintes, des matières diverses, des couleurs qui sont absolument exceptionnelles en fait, quand on apprend à les regarder. Alors ça paraît un peu ridicule, on pourrait croire que tout est versé comme ça, mais en fait je suis extrêmement pinailleuse sur là où vont les choses et comment s'harmonise l'ensemble et comment... ça résonne ensemble jusqu'à ce que ça résonne avec moi et je me dis oui, c'est ça. Et après, je vais avoir le problème de l'assemblage parce que là, rien n'est fixé. Et après, on rigole pas du tout, quoi. J'aimerais bien avoir un truc magique, genre de la laque, tout tient. Ou une équipe d'assistants qui arrive avec la perceuse et tout ça. Ça se passe pas comme ça. Ah merde, j'ai perdu.
J'ai du mal à savoir quelle est l'étiquette qui me convient le plus en fait. Donc je ne suis pas dans l'art brut, je suis de toute évidence pas dans l'art figuratif. Donc je suis clairement pour moi dans l'art contemporain. Après, j'attends que quelqu'un me propose une filière, quelque chose qui ait du sens pour moi et qui soit représentatif. Sur l'étang de Biscarrosse et de Parentis, le pétrole se pompe offshore. Le gisement de Parentis compte 120 puits et fournit encore près de la moitié de la production française, soit 3000 barils par jour. Après le solaire et le pétrole, l'énergie boit. L'aire de stockage de Solferino est la plus grande de France, accueillant jusqu'à 700 000 tonnes de grumes. Elle a ainsi permis de sauver une partie non négligeable des bois tombés lors de la dernière tempête. L'été, le bassin d'Arcachon et le Cap Ferret sont très courus, mais tout le monde ne peut pas y habiter. Encore moins s'y faire construire une maison. Dans la pinède des petits villages du Cap, certains Happy Few ont choisi pour leur abri côtier la version écolochique. Martin et Adrien sont frères. Ils ont grandi au Cap Ferret. Leur passion pour le bois, l'architecture et l'environnement les a conduits à créer des maisons adaptées à cet endroit unique. L'inspiration première de nos constructions, c'est la cabane de pêcheurs, voire même le chai ostréicole qui était plus vitré. Et seulement nous on l'a un peu élaboré à notre façon. C'est notre vision de la cabane ostréicole qui est devenue une maison quand même beaucoup plus confortable à vivre et extrêmement vitrée sur l'extérieur, ce qui permet de voir beaucoup le bassin parce qu'ici on est au bord de la mer donc c'est important de voir la côte et tout ça. Du coup c'est souvent vitré sur 300 degrés au moins, c'est pas sur 360 degrés. On peut dire que déjà c'est de la maison de charpentier, menuisier passionné, mais au final le résultat, vu qu'on passe autant de temps dans l'aménagement intérieur que dans la structure, la maison finit comme un très grand meuble. Par exemple la maison qu'on a derrière nous est posée sur des plots, c'est-à-dire qu'elle est déplaçable et elle se tient comme un meuble, c'est-à-dire qu'elle est posée comme une table. L'air circule dessous, donc il n'y a jamais l'humidité du sol qui remonte dans les murs. Et toute la charpente est une structure comme un squelette humain en fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever une poutre à un moment donné, toute la structure vient avec. Il n'y a pas de mur porteur, tout est sur poteau. Tout est sur poteau, assemblé. Donc si on, toute pièce un peu comme une tour Eiffel, c'est vraiment du squelette. Et après qu'on a habillé pour mettre des parements, mais si on traite la charpente un peu comme des ébénistes, c'est-à-dire qu'on ne tolère pas trop les jours et l'assemblage qui plaque pas trop, donc sur ça aussi on peut dire qu'on fait une rigueur particulière. On a un peu déplacé les métiers, c'est-à-dire que d'habitude la charpente ça peut rester quand même rustique. Le bois de leur charpente, les deux frères ne vont pas le chercher bien loin. Quand on est dans une région où pousse que des pins, effectivement, on a tendance à ramasser ce qu'on a à nos pieds. Donc forcément, quand on regarde ici, il y a 99% de pins et que c'est surtout une des plus grandes forêts d'Europe qui est à nos pieds et qui est un bois qui a été complètement dévalorisé par une mauvaise utilisation et par une utilisation intensive du fait qu'il soit bon marché. Mais quand il est bien utilisé, il met toute sa valeur en avant parce qu'il est très lumineux, contrairement à beaucoup de bois, même les bois exotiques, tout ça, ils sont peut-être très résistants, ils ont beaucoup de qualité, mais au final, ils sont sombres et pas toujours très expressifs. Le pin, il s'exprime tout seul, même juste un bout de planche peut déjà porter à rêver. En cas d'incendie, il garde toute sa solidité pendant un maximum de temps. Il éclate pas comme le béton, il se déforme pas comme l'acier. Donc il garde vraiment sa structure. Donc ça continue à porter le toit, à porter les éléments. Donc on a le temps déjà de partir.
Et on a aussi les fumées dégagées par le bois, surtout quand il est comme ça, pas traité, complètement naturel, permet d'avoir des fumées qui ne sont pas du tout nocives. Donc on ne meurt pas asphyxié, on a vraiment le temps de sortir. En termes de fabrication d'une fenêtre, c'est 1000 fois moins d'énergie pour faire une fenêtre en bois que pour faire une fenêtre en aluminium, par exemple. 1000 fois moins d'énergie. Le bois va se travailler facilement. Pour créer de l'aluminium, il faut énormément d'énergie, par exemple. Donc rien que là-dessus, le bois en général est un très bon bilan CO2. Ensuite, c'est vrai que de prendre le bois en plus qui pousse dans son jardin, c'est encore mieux, effectivement. Face à la pointe du Cap Ferret se dresse la plus grande dune d'Europe, la dune du Pilat, 110 mètres de haut, 500 mètres de large, sur 3 km de long. Un colosse de 60 millions de mètres cubes de sable qui voit passer près d'1 million de visiteurs chaque année. Au sud de Bordeaux, en rive gauche de la Garonne, s'étend le petit vignoble de Sauternes, écrin du prestigieux château d'Yquem. Le château d'Yquem produit un vin blanc liquoreux mondialement connu. C'est le seul du vignoble de Sauternes classé premier cru supérieur. À Yquem, l'énologue est une femme, c'est Sandrine. Un vin liquoreux est en fait un vin sucré dans lequel il reste de la liqueur, d'où le terme de vin liquoreux. Cette liqueur est issue du développement d'un petit champignon sur les raisins qui entraîne une surconcentration en sucre. C'est un phénomène qui s'appelle la pourriture noble, qui se produit spécifiquement ici grâce au microclimat qu'on a. Et grâce à ça, donc, on produit des vins très concentrés et très sucrés. On a à Yquem un grand souci de rigueur, de sélection, de qualité du vin. Certaines années, quand la pourriture évolue très mal, on préfère ne pas produire de vin du tout plutôt que de produire quelque chose de médiocre. Donc on est prêt à sacrifier une récolte entière pour maintenir un niveau de qualité. On a ainsi, au fil des millésimes qui existent, des échelles de qualité ou en tout cas de style de vin qui vont ravir finalement les amateurs de notre produit. Le métier d'œnologue a souvent été assimilé au métier de chimiste. Et c'est vrai qu'au départ, l'œnologue, la profession d'œnologue a été créée pour analyser les vins, regarder finalement les défauts. Et on était là pour essayer de remédier aux défauts. Alors ça, c'est une image qui nous est restée longtemps. On imaginait l'œnologue en blouse blanche. Moi-même, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais assimilée à la pharmacienne. Le métier d'œnologue a maintenant bien évolué et maintenant on cherche vraiment à révéler le fruit. L'œnologue est beaucoup plus près de la vigne, il va aller voir sur les raisins ce qui se passe. Son travail a vraiment évolué de la chimie vers plutôt une approche beaucoup plus globale du métier, en allant depuis le raisin vraiment jusqu'à la bouteille avec tous les aspects autres que cela comporte. For example, our 10 has 3.8 in acidity, which is low. La tâche de Sandrine est aussi d'accompagner la clientèle internationale lors des dégustations, majoritairement des hommes. Yes. You're welcome.
Le fait d'être une femme au sein d'un milieu qui a été pendant des années quand même, et des siècles même, très masculin, a été finalement relativement facile pour moi, surtout que je suis d'une génération où on commençait à vraiment s'implanter dans ce monde d'hommes. Et du coup, même, ça a été plutôt un avantage. J'étais pas vraiment consommatrice de vin, pas du tout même. J'ai découvert l'amour du vin après avoir décidé de faire le métier d'œnologue pour l'aspect plutôt scientifique et créatif. Autre demeure prestigieuse, à quelques kilomètres de là, le château de la Brède, où Montesquieu écrivit une grande partie de son œuvre philosophique. En amont de Bordeaux, c'est encore la Garonne. L'île de la Lande est la première sur le cours du fleuve. Passé Bordeaux, la Garonne fait place à l'estuaire de la Gironde, dont le fond est parsemé d'îles comme le Vasar de Bechevel. Un haut lieu de chasse aux oiseaux. Saint-Estèphe, le plus septentrional des grands terroirs du Médoc. Ce vignoble compte pas moins de 5 grands crus classés. Sur la rive droite de l'estuaire, la citadelle de Blaye fait partie des 12 sites fortifiés par Vauban inscrits au patrimoine de l'UNESCO depuis 2008. Si la France reste le premier pays producteur de vin au monde, elle est aussi le premier fabricant de tonneaux. À côté de Pomerol, rencontre avec Vincent, tonnelier. Ce qui est important dans une tonnellerie, c'est savoir sélectionner son bois en faisant travailler un petit peu la sensibilité, juste sur des points olfactifs et visuels. Le tonneau apporte forcément du boisé. Ça permet au vin de pouvoir s'exprimer pleinement. Dans le chêne, il y a quasiment 17 arômes différents. Et justement, avec le travail de la chauffe, on peut développer cette capacité aromatique pour apporter du boisé au vin, mais du boisé élégant et fin. Jadis extrêmement répandu dans les villages, le métier de tonnelier a préservé son caractère artisanal, tout en ayant beaucoup évolué. Malgré le confort des machines, la main de l'homme reste primordiale pour faire de chaque fût une création unique. Dans notre tonnellerie, chaque tonnelier fait ses barriques du début jusqu'à la fin. Et grâce à sa sensibilité, apporte des notes un peu différentes. Le moment où on va savoir qu'on a vraiment fait du bon travail, ça sera peut-être 1 an après, quand on goûtera les vins dans ces barriques-là et qu'on se dira, ben voilà, on a trouvé ce qu'on recherchait au départ, et de pouvoir apporter ça, c'est la plus belle des choses. Mon père est fier de la tournure qu'a pris l'entreprise. Quand mon père a créé l'entreprise, il n'y avait plus du tout de travail, il n'y avait plus de barriques à produire. Pour moi, c'est le prolongement des choses et c'est une fierté. Au cœur du vignoble bordelais, s'étend le territoire de l'ancienne juridiction de Saint-Émilion, classée patrimoine mondial de l'humanité. Outre ces paysages viticoles, c'est le village, véritable musée d'architecture médiévale que l'UNESCO a distingué. Sous le clocher de la place des Créneaux se cache un lieu insolite.
La plus vaste église monolithe d'Europe, entièrement creusée dans la roche entre le 9e et le 12e siècle. De la riche décoration d'origine, subsistent quelques rares bas-reliefs. Dans les catacombes voisines, les sépultures sont antérieures au creusement de l'église et recouvertes de salpêtre, signe de la très forte humidité qui règne en ces lieux. Depuis l'an 2000, de puissants corsets métalliques entourent certains piliers. Ils atténuent la pression exercée par les infiltrations d'eau et par le poids du clocher qui surmonte l'église. En remontant le cours de l'île, la vigne laisse bientôt place au paysage boisé du Périgord blanc. Les eaux fraîches de la rivière sont propices à un élevage qu'on pourrait croire inattendu sous ces latitudes. Pourquoi trouve-t-on du caviar en Aquitaine? Tout simplement parce que c'est une région où on en trouvait au début du siècle. Il y avait de la pêche à l'esturgeon dans l'estuaire de la Gironde, mais de par la pollution, de par le traitement dans les rivières, la récupération des granulats, eh bien, il fait que cette espèce a pratiquement disparu depuis les années 50 ou 60. Voilà 15 ans que Laurent, biologiste et fils de pisciculteur, s'est lancé dans l'aventure. Produire de l'esturgeon en Aquitaine est venu essentiellement du fait qu'un organisme de recherche a développé une technique de reproduction dans notre région en vue du repeuplement, ce qui était l'idée première. L'idée ensuite, bien sûr, de se lancer dans un élevage a été pris un petit peu pour des fous. On a été pris pour des fous, on était les pionniers, ça ne s'était jamais fait dans le monde. Et se lancer là-dedans, c'était un grand pari, puisque au départ, le principe était de commercialiser de la chair. Et ce n'est qu'après que nous avons pu faire des essais et penser à bifurquer notre production sur la production de caviar. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, c'est parfait, 2, 5, caviar. Grâce à l'aquaculture et grâce aux techniques notamment d'échographie, de biopsie que nous avons, nous pouvons déterminer le bon stade du produit et donc avoir des différences moins importantes dans la qualité intrinsèque de l'œuf. La production de caviar est une phase relativement simple puisque c'est uniquement des œufs et du sel. Mais par contre, tous les gestes doivent être très précis, comme la récupération des œufs et tous les éléments qui vont nous permettre d'arriver à terme à un produit de luxe, puisqu'on parle vraiment d'un produit de luxe en termes alimentaires. Il est sûr que produire de l'esturgeon, à l'époque où nous on a démarré, mon épouse et moi-même, c'était un vrai pari. Et c'est vrai qu'au départ, il fallait un peu de folie et un peu l'inconscience de la jeunesse pour se lancer là-dedans. Financièrement, eh bien, il a fallu suivre parce que dans ce genre d'investissement, dans ce genre de projet, la machine arrière n'existe pas. Donc il faut toujours aller en avant. Notre dernière étape en Aquitaine nous emmène au fil des plus beaux patrimoines de la Dordogne, jusqu'aux origines de l'homme. C'est sûrement l'un des plus beaux méandres de la Dordogne, le cingle de Trémola.
Une courbe presque parfaite, taillée dans le plateau calcaire et bordée de petites falaises blanches. À l'extrême sud du département, Montpazier est l'archétype de la bastide périgourdine. Son plan en damier est caractéristique de cette forme d'urbanisme des XIIIe et XIVe siècles. À quelques kilomètres de là, le château de Biron étonne par la juxtaposition de bâtiments d'époques très différentes. Perché sur un éperon rocheux en surplomb de la rivière, on l'a surnommé le belvédère de la Dordogne. Le parc du château de Marquessac est un petit chef-d'œuvre d'art topiaire, l'art de la taille des végétaux. Plantés pour l'essentiel au XIXe siècle, les 150 000 pieds de buis se déploient le long de plusieurs kilomètres d'allées taillées une seule fois par an en forme moutonnante ou géométrique. Ces quelques boucles de la Dordogne offrent une étonnante concentration de châteaux fabuleux, dont le plus impressionnant est celui de Beynac et Cazenac. Pendant la guerre de 100 ans, la rivière marquait la frontière entre Anglais et Français, d'où la présence d'une telle forteresse. Dans l'histoire de l'humanité, la Dordogne et son affluent la Vézère ont été très tôt des voies importantes de circulation et de peuplement. En témoigne la découverte de multiples sites préhistoriques. Le plus exceptionnel est sans doute la grotte de Lascaux, la chapelle Sixtine de l'art pariétal. Voici l'entrée de la grotte originelle. Et voici l'intérieur de la grotte, reconstitué à l'identique, à quelques centaines de mètres. Un chef-d'œuvre absolu qui a bouleversé Francis. On se sent submergé par un sentiment qui est indescriptible. Pour moi, il a fallu pratiquement une bonne vingtaine de minutes pour comprendre où j'étais et comprendre ce qui m'arrivait. J'ai subi le plus grand choc de ma vie. Francis est le chef plasticien de l'atelier des facsimilés du Périgord. Un atelier unique en son genre, dont le travail est de restaurer le facsimilé de Lascaux II, qui se dégrade en raison du grand nombre de visiteurs. L'atelier travaille aussi à la fabrication des panneaux d'une grande exposition destinés à envoyer Lascaux aux 4 coins du monde. J'apporte un mélange de manganèse, la même matière qui a été utilisée par les peintres qui ont travaillé dans la grotte, les vrais peintres. Donc on n'est pas en train de reproduire leurs gestes. On reproduit ce qui nous est restitué aujourd'hui après environ 17 000 ans d'exposition à l'humidité. On effectue un travail de copiste, c'est-à-dire le moindre détail, le micro-détail est reproduit à coups de pinceau sans interprétation.
Donc là, je me sers d'une photo qui est projetée. Photo qui a été prise dans la grotte d'origine, bien sûr. Cette petite plaquette est un écran qui me permet de lire la projection. Dans un monde où on devait survivre aux rigueurs du climat, dans un monde qui était vraiment hostile, ce qui m'a provoqué le plus grand choc en fait est de me rendre compte que ces personnages étaient vraiment des êtres supérieurs. Aujourd'hui, on apprend à s'exprimer aussi, ou on apprend à traduire des sentiments. Eux traduisaient sans savoir qu'ils allaient accomplir quelque chose, ils accomplissaient, c'était un geste pur. C'est à Montignac, sur le cours de la Vézère, au cœur de cette vallée de l'Homme, que s'achève notre détour en Aquitaine.